Apparu en Angleterre au début des années 2000, il s'est depuis répandu en Europe et notamment en France. Le chemsex est une pratique consistant à associer rapport sexuel et prise de drogue. 4-MeC, 3-MMC, MDMA, GHB, cocaïne, méthamphétamine, ecstasy, kétamine, poppers, mais aussi médicaments favorisant l'érection, tout est là pour un cocktail explosif et parfois fatal pour les consommateurs. Si quantifier la présence du chemsex semble toujours complexe selon le rapport chemsex rendu au ministère de la Santé en 2022, ce dernier pourrait concerner environ 20% des hommes homosexuels, soit potentiellement 100 000 à 200 000 personnes en France. Il semble pour autant y avoir des signes de diffusion dans d'autres communautés dont le nombre exact est encore mal évalué. Mais alors, depuis que le soufflet médiatique de l'affaire Palmade est retombé, où en sommes-nous vraiment sur cette question de santé publique ? Quelles sont les mesures prises par les autorités ? Le phénomène du chemsex est-il toujours croissant en France ? Aujourd'hui, on vous en dit plus sur la pratique du chemsex et ses dérives. En 2023, selon l'enquête Rapport au sexe menée auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, 6% auraient pratiqué le chemsex lors de leur dernier rapport sexuel, contre 5% en 2017. 13% en ont pratiqué au cours des 6 derniers mois. Le chemsex désigne une pratique qui consiste à consommer des drogues en contexte sexuel, souvent sur des longues périodes, parfois pendant des heures, voire plusieurs jours. Une pratique qui comporte de graves risques pour la santé mentale, physique et sociale. Alors pourquoi certaines personnes se tournent vers le chemsex ? Quels sont les effets recherchés et les conséquences réelles ? Et surtout, comment prévenir, accompagner, sortir de ces pratiques quand elles deviennent destructrices ? Nos invités en plateau pour en parler, Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec nous. À vos côtés, Sébastien Maury, vous êtes volontaire pour l'association AIDS. Merci d'être avec nous également. Mais avant cela, on va commencer par votre regard à tous sur la question. C'est l'opinion publique avec Cécile. Salut Cécile. Salut Noam et bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au chemsex. C'est un mot valise pour parler des soirées où l'on mélange drogue et relations sexuelles. On en a beaucoup entendu parler, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant l'affaire Pierre Palmade. Et Hugo Valentin est allé demander aux gens ce qu'ils en pensent, leur réponse en images. Pas du tout. Le chemsex? Non, pas du tout. Pas du tout, enfin, je crois pas. Non, du tout. Enfin, j'ai entendu parler, mais je connais pas sinon. Ok. Je trouve que c'est une bonne pratique tant que tout le monde est corda, tant que tout le monde est d'accord. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça peut être bien, il peut avoir plus de sensations, un truc inoubliable justement. Parce que souvent on dit quand on prend la drogue, des fois on oublie tout ça, mais des fois c'est des moments qui restent le plus longtemps gravés. C'est un truc que je pourrais faire ou pas? Ouais. Ouais, directement. Bon, franchement, chacun son délire en vrai. Hein. Bah, j'ai pas d'expérience dans le chemsex, donc j'avoue je peux pas trop. Mais je juge pas, tout le monde fait ce qu'il veut quoi. Chacun fait comme il veut. Après bon, comme je m'y connais pas trop, je peux pas trop juger dessus. Je pense qu'il y a des gens qui doivent trouver leur compte là-dedans. S'ils le font, c'est que forcément il y a une raison. Après, je pense que comme toute drogue, il y a forcément moyen que ça devienne dangereux. Et le risque zéro n'existe pas. C'est jamais conseillé la drogue de toute façon. Donc, Assez interpellant ce micro-trotte, Cécile. Alors la drogue c'est mal, on le savait déjà. Mais là, on parle complètement d'autre chose. Oui, alors le chemsex, c'est très difficile d'en sortir une fois qu'on y est addict. Ces soirées, elles peuvent durer plusieurs jours et on est aspiré un peu dans un autre monde, dans une bulle où la réalité nous échappe. C'est ce que raconte Corentin. À 20 minutes, il a fini par s'en sortir après être tombé à 47 kilos. Ouais, alors une vidéo qu'on peut retrouver évidemment sur le site de 20minutes.fr. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, mais est-ce que c'est vraiment plus fréquent qu'avant ? Alors c'est pas ce que disent en tout cas les chiffres, hein, selon une enquête de Santé publique France auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. La pratique du chemsex reste plus ou moins stable, en tout cas depuis 2017. Elle concerne davantage des hommes entre 25 et 45 ans, urbains, chômeurs, financièrement moins aisés. C'est une vraie question, un vrai sujet de santé publique aujourd'hui, Cécile. Oui, et si vous voulez vous faire une idée un peu plus précise du problème, je vous conseille le documentaire Chemsex qui suit le parcours d'hommes qui justement luttent pour sortir de leur addiction. Si vous préférez la fiction, il y a aussi un film argentin qui s'appelle Cœur errant. Merci beaucoup, Cécile.
À bientôt. À bientôt. Bel été. Le 29 mai 2018, alors qu'il était en déplacement, Jean-Luc Romero apprend le décès de son mari Christophe d'une overdose. Lors d'une séance de chemsex, il nous raconte son histoire. Jean-Luc, ça s'est passé donc le 29 mai 2018. La nuit du 28 au 29. La nuit du 28 au 29. Racontez-nous, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé, j'étais pas là, donc c'est compliqué, mais Christophe, en fait, a rencontré un garçon chez qui il était. Et ils ont consommé des produits. Et puis il y a un grand mystère parce que Christophe avait pris beaucoup d'alcool. Et d'après tous les éléments que j'ai, il n'avait pu les prendre que là. Donc il a pris cet alcool, il a pris du GBL, donc qui se transforme en GHB dans le corps. Il a pris de la 3-MMC. Et puis il a fait un début de géol qui s'est transformé en coma, et la personne avec qui il était n'a pas appelé les secours. D'accord. Soi-disant, mais on n'a jamais eu les éléments là-dessus, et était sur Grindr, retrouve un autre garçon avec qui il a eu des relations pendant que Christophe était en train de mourir. Et puis il a eu un troisième garçon qui est venu et qui lui s'est rendu compte qu'il y avait un corps inanimé et qui a dit il faut appeler les secours. Ce garçon ne voulait pas le faire, il avait peur évidemment, même s'il avait quand même 53 ans, donc je pense qu'à 53 ans on peut être un tout petit peu responsable, c'était pas un petit jeune. Et puis là ils ont fini par appeler les secours, mais il était malheureusement trop tard. Vous ne saviez pas du tout qu'il consommait de la drogue ? Non, ça a été une vraie surprise. Alors d'abord, ce jour-là, c'était une vraie surprise parce que c'était quand même un militant de la lutte contre le sida. Il était le coordinateur d'élus locaux contre le sida. D'ailleurs, quelques semaines avant, il m'avait emmené au spot de Aide, chez vous. Il n'avait pas les caractéristiques. Je connaissais quand même cette question que je suivais depuis un moment. Alors je ne sais pas si ça a été, c'est les derniers temps, parce que franchement, aucun signe qu'ont habituellement des personnes qui pratiquent régulièrement le chemsex et prennent ces produits. Il ne les avait pas, mais voilà, en tout cas, il a pratiqué ce jour-là et certainement d'autres fois, mais je ne le saurai jamais. Ça a été assez brutal pour vous, j'imagine. Alors, non seulement le décès, mais surtout d'apprendre ça en plus. C'est le décès d'abord qui est évidemment extrêmement brutal. Christophe était plus jeune que moi, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble, on était mariés, et évidemment que de voir mourir quelqu'un à 31 ans, on ne meurt pas à 31 ans, quoi. Donc c'est d'une brutalité terrible, et puis bien sûr après de comprendre ce qui se passe, d'autant que évidemment quand tout ça se passe, on vous annonce ça, on m'a annoncé ça quand même d'une manière un peu brutale, même si ça a été fait au commissariat du 12e et que le commissaire du 12e était très sympathique et très bienveillant. Le policier du Val-de-Marne, puisque ça s'était passé dans le Val-de-Marne, qui venait m'expliquer ça, m'a expliqué ça d'une manière quand même un peu violente. Puis après, j'ai juste une perquisition dans la foulée chez moi. D'accord. Donc, imaginez... Pourquoi pour chercher les produits, pour chercher un certain nombre de choses. Voilà. Et donc, vous n'avez même pas encore eu le temps de prévenir et ses parents et ma propre mère que vous avez la police chez vous. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement dur. Tout ça va très vite, finalement. Très vite. Et c'est d'une violence inouïe, mais voilà, c'est ainsi. Et c'est pour ça qu'évidemment, ce combat, pour moi, est devenu extrêmement important. Il l'était déjà avant, je m'occupais de cette question. Alors, j'étais quand même assez content d'entendre votre micro-trottoir, parce qu'on entendait des gens qui étaient justement dans le non-jugement. Donc ça, je pense que ça, c'est important. Et donc, moi, j'ai essayé de porter ce combat, et qu'on porte avec élus locaux contre le sida d'une manière assez forte, et la mairie de Paris, puisque la maire de Paris a été, je crois, la seule élue aux dernières municipales à mettre dans son programme un plan stratégique sur le chemsex et à en parler. Et à Paris, depuis quelques années, on essaye d'agir, mais pour l'instant... un peu seul, puisque l'État, mais ça devrait changer dans les jours qui viennent, ne s'était pas mobilisé jusqu'à aujourd'hui, et le rapport que vous évoquiez, Benyamina, que vous évoquiez au départ, n'est toujours pas mis en œuvre, alors que quand on parle de chiffres, de tout ça aujourd'hui, on a aussi besoin d'une étude épidémiologique qui serait importante, parce qu'il y a plein de choses dont on ne parle pas, je pense, et des choses dont on s'est rendu compte, mais je pense que tu nous en parleras plus tout à l'heure, c'est les suicides. Il y a énormément de suicides de personnes qui pratiquent le chemsex. Quand vous allez, moi je fais beaucoup de tours de services qui délivrent la PrEP, de centres de santé sexuelle, et on vous parle beaucoup de ces suicides dont on n'a aujourd'hui pas tout à fait une idée, parce qu'on n'a pas cette étude qui est
est importante. Et puis cette mobilisation de l'État qui mérite des moyens, parce que si l'association Aide a été certainement une des premières mobilisées et a mis beaucoup de moyens, ces moyens, les moyens de l'État ne sont pas à la hauteur du défi que représente cette question de santé publique. Alors, vous avez écrit un livre dans lequel vous en parlez. Alors, vous parlez des 11 années avec Christophe, mais il y a aussi toute une partie sur le chemsex. Est-ce que ça vous a servi de thérapie d'écrire ce livre et puis aussi de nouveaux top départs pour continuer ce combat ? Au départ, c'était surtout ça. Et c'est Valérie Trierweiler qui m'avait dit, toi qui écris des livres et tout ça, écris, ça va te faire du bien. Et au début, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire. Puis ça m'a permis aussi de réfléchir. Bon, d'abord, de me rappeler qu'on avait passé 11 années. C'était aussi important de ne pas réduire Christophe à sa fin. Bien sûr. Et donc, à cette tragique disparition, c'était rappeler qui il avait été. C'était un grand militant dans la lutte contre le sida. C'était un grand militant pour le droit de mourir dans la dignité. Il avait fait beaucoup de choses. Il est mort jeune, mais en 10 ans, il avait fait des choses considérables. Donc, c'était aussi important. Et puis, bien sûr, pour moi, pour me reconstruire aussi, parce qu'il n'y avait pas forcément d'endroit où le faire. Et que l'écriture m'a permis. Et puis, m'a permis de réfléchir aussi. Et vous savez, moi, j'ai souvent transformé mes combats individuels dans des combats collectifs et ça a été le cas. On travaillait déjà, élus locaux contre le sida, sur la question du chemsex, mais pas d'une manière suffisante. Et c'est un combat qu'on a mené durant toutes ces années. Je pense qu'il est important, qui va enfin déboucher. Je voyais encore il y a quelques jours le ministre de la Santé et Catherine Vautrin aussi. Dans les jours qui viennent, normalement, il va y avoir un comité stratégique national qui devrait être nommé. Les choses vont enfin avancer au niveau national, mais enfin que d'années perdues, que de Christophe qui sont certainement morts dans des conditions difficiles, d'autant que, bon, il faut quand même le voir, nous on est aussi à Paris, on est en Île-de-France ici, encore récemment, quand on regarde les chiffres des overdoses l'année dernière, sur les 21 overdoses, 11 sont quand même liés à ces produits, au GBL, au catinone. Donc il faut enfin se poser les vraies questions pour à la fois donner l'information que les gens n'ont pas, permettre le testing. On ne sait pas d'où viennent les produits, les gens ont besoin de pouvoir tester. Et aussi à Paris, on peut le faire, c'est compliqué dans d'autres endroits. Voilà, et puis permettre l'accès aux soins, et puis permettre aussi de s'occuper des proches, que tout le monde a oublié, parce que dans les couples, et notamment dans les couples gays, et j'ai beaucoup les réseaux sociaux fait qu'on est facilement joignable. Vous avez beaucoup d'hommes qui sont désespérés parce que leur ami est dans cette pratique et ils n'arrivent plus à communiquer. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et ces personnes-là, personne ne s'en occupe vraiment parce qu'il faut déjà s'occuper des gens qui pratiquent le chemsex et que les moyens ne sont pas du tout à l'auteur, notamment en termes de soins, où on voit aujourd'hui qu'il y a des listes d'attente. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire quand même. Qu'est-ce que vous aimeriez justement dire aux jeunes qui nous regardent, alors jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui nous regardent, qui pratiquent, quel message vous aimeriez leur faire passer ? Moi, je vais pas leur donner de leçons. Moi, je pense que chacun vit ses propres expériences et que quand on regarde un peu qui sont les chemsexeurs, quand on sait qu'à peu près 30% sont des personnes séropos qui parfois n'ont pas d'autres possibilités d'avoir ou des relations sexuelles ou des relations amoureuses, que 30% ont subi des problèmes d'abus sexuels dans leur enfance. Il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est de leur dire d'abord informez-vous, faites attention à certaines choses, sachez ce que vous consommez, faites tester vos produits. Je pense que c'est extrêmement important. Si vous injectez, apprenez à le faire. Beaucoup ne savent pas le faire. Ce ne sont pas les héroïnomanes des années 90. Voilà. Et puis après, il faut que vous puissiez avoir accès aux soins si vous le souhaitez. Mais je pense que chacun doit faire son expérience. Dire à quelqu'un il ne faut pas le faire, c'est pas comme ça que ça va se passer. En tout cas, ça veut dire quelque chose de notre époque. Ça veut dire aussi quelque chose encore de cette homophobie intériorisée qui existe, puisque le chemsex, c'est aujourd'hui, même si des études sont en train de démontrer, notamment à l'étranger, qu'il y a de plus en plus d'hétérosexuels qui pratiquent. Alors on l'appelle peut-être, certains l'appelleraient certainement autrement, mais c'est quand même du chemsex, puisqu'ils utilisent les mêmes produits dans le cadre du sexe. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une implication aussi de l'État pour donner à la fois les moyens
pour l'information, les moyens, on ne peut pas laisser que les associations seules faire tout ça. Et puis aussi pour le soin, pour ceux qui veulent arrêter, il faut qu'ils puissent accéder immédiatement à des psys, enfin à des groupes de parole, etc. Et ça nécessite évidemment de l'argent public. Et il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Et à Christophe, qu'est-ce que vous lui diriez, si vous pouviez lui dire quelque chose là ? Je lui dirais pourquoi tu m'en as pas parlé. Ouais. Parce que vous savez, moi je suis sur ces questions-là depuis longtemps un militant. Je suis pour la légalisation des drogues. J'ai pas de jugement par rapport à ça et peut-être que, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que vous avez toujours forcément une espèce de culpabilité parce que vous dites mais comment ça se fait que j'ai rien vu, j'aurais pu faire quelque chose et que toute ma vie ça me hantera et parce que je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé à cette époque-là parce que très sincèrement j'ai été heureux avec lui pendant 11 ans et que même les derniers mois il n'a jamais montré ni d'agressivité et c'était quelqu'un pour ceux qui connaissais, qui était extrêmement bienveillant et qui était un grand militant qui n'arrêtait pas. J'étais encore quelques jours, j'ai enregistré une émission avec Arnaud Ardouin qui était à LCP, qui 2 jours avant l'interviewait sur le droit de mourir dans la dignité. Comment aurais-je pu imaginer ça ? Donc oui, j'aurais aimé comprendre. Bon. En tout cas, vous faites de tout ça une force et vous avez vos combats. On n'a pas le choix. Avec ça, vous n'avez pas le choix. On continue d'en parler dans un instant, mais avant ça, on va passer au reportage. Ça se passe tous les vendredis au cœur du Marais à Paris. L'association Chemspose accueille celles et ceux qui cherchent à faire une pause dans leur pratique du chemsex, ce mélange de sexualité et de consommation de drogue. Donc, ça se passe à la Bulle. Là-bas, on parle, on écoute, sans jugement. Chemspose œuvre depuis 1 an en toute indépendance, sans subvention, pour offrir un temps de respiration. Notre journaliste Antoine Boitel a rencontré le fondateur de l'association. J'avais jamais consommé avant et là j'ai tenté parce que la personne me plaisait, parce que il y avait cet effet de groupe aussi, d'autres personnes aussi autour de lui consommaient, donc il y avait vraiment cet effet de groupe. Dans un premier temps c'était festif et après il y a eu le chemsex, c'est-à-dire que là j'ai découvert de nouveaux produits. C'était pas les mêmes produits que je consommais en soirée, c'était des catinones. D'accord, donc ça a commencé avec la 3-MMC. Alors aujourd'hui, la 3-MMC, elle n'existe plus, c'est de la 2-CMC parce que le méthyle a été interdit, donc ça a été remplacé par le chlore. Et j'ai découvert aussi le G, on appelle GHB, GBL, où là j'ai commencé à le consommer dans un cadre sexuel ou parce que je rencontrais du monde. Donc il y avait encore une fois cet effet de groupe. Je suis rentré dans ce cercle de rencontres, de chemsex, de produits, de week-ends entiers à ne faire que ça. J'ai commencé avec 1 gramme, puis après 2 grammes le week-end, 4 grammes, 8 grammes. Physiquement déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'est arrivé de faire des J-hauls, c'est-à-dire de consommer trop de GHB, GBL et de tomber tout simplement pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas au final. Parce que je me réveille dans un appartement, les gens ils sont à côté, ils font leur vie et moi je me réveille, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais même en ayant ces moments difficiles, ces J-hauls, en l'occurrence, je continuais quand même parce que l'addiction prenait le pas et le dessus sur tout ça. Il m'est arrivé des fois pendant 3 jours de ne pas boire de l'eau, j'oubliais de boire tellement que ça me coupait l'envie de boire, de manger. Je pouvais dormir pendant 20 heures parce que je n'avais pas dormi pendant 3 jours et la descente. J'oubliais des choses, c'est-à-dire que je devais faire des choses dans ma vie, je loupais les rendez-vous. Je savais, des fois je disais on est mardi, on est quel jour de la semaine, j'étais complètement perdu. Et c'est des produits honnêtement qui ne coûtent pas cher du tout. Aller boire des verres en soirée, c'est limite un peu plus cher dans certains endroits. C'est très facile de se procurer des produits. Je peux me faire livrer du produit là en 20 minutes, en plein cœur de Paris. Ça arrivera comment ? C'est-à-dire qu'on viendra me livrer quelqu'un qui arrive en scooter ou en vélo ou en trottinette, peu importe. Sinon, c'est très facile sur Internet. Donc on fait la petite commande et on reçoit chez soi le petit colis. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même votre facteur, c'est votre dealer, quoi. J'ai eu des amis qui ont été dans le coma. J'ai des amis qui sont restés plusieurs semaines sans pouvoir bouger leurs bras et devoir faire de la rééducation. Avec Chemspose, on a beaucoup de retours qui nous disent j'ai tel pote qui a fait une overdose, j'ai un ami qui est décédé. Donc c'est une vraie épidémie le chemsex.
Quels sont les risques liés au chemsex? Comment s'en sortir? On en parle avec Sébastien Maury. Sébastien, on vient de voir dans ce reportage, en tout cas moi j'en tire quelque chose d'interpellant, c'est que c'est assez facile de se procurer les drogues. Ce que nous dit cette personne, c'est pas cher. Donc finalement, tous les ingrédients sont là pour le faire finalement. Ouais. Bah oui, effectivement, ça fait partie de ce qui fait le chemsex, c'est la dimension Internet aussi. On a parlé avant du côté relation entre le produit et la sexualité. Internet prend une grosse place là-dedans aussi. Et effectivement, on peut commander ses produits sur Internet, on recrute des partenaires sur le web, on va passer pas mal de temps sur les applications ou alors sur du porno, à regarder des histoires ou des choses comme ça. Enfin, il y a un rapport aux écrans qui est un peu particulier. Effectivement, le fait que tout soit disponible sur Internet, ça rend le fait de couper les contacts et de s'en extraire un peu plus compliqué, c'est sûr, que dans ce qu'on connaît des drogues traditionnellement. Et donc, du coup, avec tout ça, effectivement, il va y avoir des risques liés aux infections. Typiquement, s'injecter en utilisant une seringue déjà utilisée, ça va faire des transmissions VHC, VIH, forcément plus... ça crée des portes d'entrée pour le virus. Il va y avoir des troubles psychiques, évidemment, qui peuvent, comme vous disiez, mener au suicide potentiellement, ou juste à de la dépression, de l'anxiété, etc. Après tout ça, il y a aussi forcément une dimension d'exploration de plaisir, dont on parle peut-être moins, parce que c'est choquant qu'il y a énormément de choses très dramatiques qui se passent et qu'on a plutôt envie d'agir pour que ça puisse s'arrêter. Mais du coup, un des éléments pour que les gens puissent... s'en sortir, comme vous dites, et du coup c'est qu'ils en aient envie, et donc c'est aussi qu'ils regardent les choses et les impacts qu'il peut y avoir sur leur vie d'une certaine manière, quoi. Mais il faut en prendre conscience à un moment, et c'est peut-être ça le plus compliqué finalement, c'est un moment de se dire oula, je vais trop loin, c'est dangereux, il faut que j'arrête. Mais alors, comment on accompagne les gens à avoir ce déclic? Le problème, c'est que c'est compliqué de se rendre compte et de regarder en face qu'il y a un problème quand ce problème est vu de la manière dont on le voit aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire qu'on est dans une société extrêmement toxicophobe où avoir un problème d'addiction, c'est devenir un peu la lie de la société quand même, globalement. Que les lois sont globalement pas du tout de notre côté. Ça fait des années qu'on essaye d'ajouter des amendements à la loi de 70 de pénalisation des usagers qui vont dans le sens de la RDR pour permettre en gros que les associations de terrain puissent donner par exemple des seringues propres aux usagers. Tout ça, on a vu que ça a permis le programme d'échange de seringues, typiquement, dans les années 90, ça a permis de faire passer les nouvelles contaminations VIH chez les publics usagers de drogue de 50% à 1%, quoi. Donc on voit l'impact que ça a positif des politiques différentes, des politiques répressives sur les usagers, et malgré tout on reste dans un contexte qui est stigmatisant, répressif, et tout ça fait que éloigner les gens des milieux de soins. Ça fait que empêcher, ça crée un espèce de tabou, une chape de plomb sur le sujet qui fait que les gens se sentent pas ok ou ouverts pour en parler, en fait. Donc ça n'aide pas. Jean-Luc ? Non, mais justement, moi, ce qui m'embête sur cette question, c'est que chaque fois d'ailleurs qu'il y a eu des affaires, on entend que les ministres de l'Intérieur. C'est-à-dire comme si cette affaire n'intéressait pas les ministres de la Santé. Alors, c'est peut-être en train de changer maintenant, mais c'est quand même été extrêmement choquant ces dernières années, à chaque fois qu'il y a eu des faits divers qui ont touché notamment des politiques aussi. On entendait le ministre de l'Intérieur et la parole de santé publique, jamais. Et ça pose un vrai problème. D'ailleurs, la loi de 70 que tu évoquais est un vrai problème pour cette affaire-là. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la loi de 70, peut-être que Christophe et d'autres ne seraient pas morts. Parce que nous, moi, j'étais encore avec les ministres la semaine dernière, j'ai été au ministère de l'Intérieur pour leur dire, à Paris, c'est plus possible, parce qu'on sait qu'il y a plein de gens, quand il y a tout à l'heure, le garçon nous parlait des géoles, enfin de ces comas qu'on peut avoir. Beaucoup sont réveillés au bout d'1 heure, 2 heures, mais on n'en sait rien au final. Et donc le mieux, ce serait quand même d'appeler les secours, sauf que les gens n'osent pas appeler les secours, parce que quand ils appellent les secours à Paris, ils ont les pompiers qui viennent. Et les pompiers, c'est des militaires. Et en général, ils appellent aussi la police. Ensuite, et donc les gens ne préfèrent pas appeler. Et ça, c'est un jeu. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'au moins, on doit faire à Paris, et je l'ai proposé au ministère de l'Intérieur, je l'ai proposé au ministre, une expérimentation, comme les Anglais l'ont fait, et comme ça se passe en Angleterre. En Angleterre, quand les secours arrivent dans un lieu, dans une soirée chemsex, qu'une personne va pas bien, ils évaluent s'il y a un danger physique, parce que pour eux, s'il n'y a pas de danger physique, ils évaluent s'il y a un danger pour les autres. Et s'il n'y a pas de danger, hormis bien sûr des dangers sanitaires et de santé, mais ils sont là pour ça, c'est leur boulot, ils n'ont pas à appeler la police. Et ce qui fait que on appelle plus facilement qu'à Paris,
où on voit bien, d'ailleurs Aide l'avait aussi confirmé dans une étude de Mediapart, et nous les pompiers nous l'avaient dit, qu'ils appelaient la police, après ils ont dit le contraire dans une interview, mais c'est cette réalité-là, et ça c'est quand même extrêmement grave. Enfin, on ne parle que de pénalisation, et on ne s'occupe pas de la santé des gens. C'est ça. D'avoir coupé, mais non, mais et puis, si je peux rebondir, c'est parlant aussi dans votre cas. Effectivement, ce truc de on laisse les gens qui sont en geôle devant la porte, j'en entends régulièrement ce genre de choses. Le fait que le premier réflexe ce soit que les policiers viennent débarquer dans le domicile pour venir voir s'il y a des drogues, je trouve ça hyper choquant en fait aussi. Il y a effectivement le principe de loi du bon samaritain. De protection du bon samaritain, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais qui permettrait que les gens puissent appeler sereinement, effectivement, sans avoir à se préoccuper de ce genre de choses, parce qu'il faut qu'on puisse d'abord prendre soin des personnes. C'est censé être là pour ça, en fait. C'est quand même mieux sauver la vie des gens que de les mettre en prison. Oui. Voilà. Mais pour être très concret, si je me rends compte que j'ai un proche qui a un problème d'addiction, qui pratique le chemsex, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Déjà, il y a une partie où ça va être se recentrer sur soi-même et de voir qu'est-ce que nous on est capable d'accueillir, comment on pose ses propres limites en fait face à ça. Il y a des groupes de parole qui existent. Il y en a un qui s'est lancé il y a pas longtemps dans Aide. Vous pouvez aller contacter le spot Beaumarchais si vous voulez. Ouais. Il y a un groupe mixte. Il y a un groupe pour l'entourage. Ah, c'est génial. Qui s'est monté il y a pas longtemps. L'idée, c'est de savoir ce qu'on est capable de gérer soi-même, mais on va pas pouvoir imposer à l'autre des choses dans tous les cas. L'idée, c'est aussi de comprendre que en fait, la consommation de produits, on est face à des personnes qui sont adultes et qui choisissent de prendre des produits en toute conscience. Ce qu'on peut faire, c'est faciliter l'accès à l'information, donner tout le matériel qu'il faut, accompagner à ce que ça se passe dans des conditions correctes. On n'est pas là pour dire si oui ou non il faut se droguer ou pas. Les gens mettent tout ce qu'ils veulent dans leur corps. Par contre, que ce soit fait sereinement. S'il y a un message que vous souhaitez passer, que Aide souhaite passer, ce serait lequel? Que la stigmatisation et le regard toxicophobe dont je vous parlais tout à l'heure, ça n'aide jamais. Le tabou, ça n'aide jamais. Donc s'il faut répéter quelque chose, c'est mettre fin à la stigmatisation, mettre fin à la répression et travailler pour qu'il y ait plus d'accompagnement qui soit fait. Et d'ailleurs, vous parlez justement du ministre de la Santé tout à l'heure. En septembre, Yannick Neder est censé se prononcer sur une stratégie sur le normalement, peut-être, moi m'a-t-il dit que peut-être avant l'été, on aurait des éléments là-dessus, donc on attend avec impatience. Exactement, on attend avec impatience et on attend surtout de voir vers quelle direction ça va prendre. Est-ce que ça va être plus de répression ou est-ce que ça va être comme les associations le préconisent depuis quelque temps, qu'il y ait des parcours pluridisciplinaires où on met en lien des addictos, des sexologues, des personnes aidants, des pères aidants communautaires, et qu'il y ait une stratégie nationale qui se fasse comme ça, où on puisse accompagner les gens correctement. Un grand merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. Et pour aller plus loin, quelques recommandations, comme à chaque fin d'émission. Plus vivant que jamais, un livre donc de Jean-Luc Romero, aux éditions Michalot Masso. Dans ce récit intime et bouleversant, Jean-Luc raconte la perte tragique de Christophe, dont on a parlé dans cette émission. Son combat également. Un autre ouvrage, Kems, de Johan Zaraka, aux éditions Grasset. Là, vous plongez dans l'univers du chemsex, un récit cru, sans filtre, où le plaisir devient poison, avec une écriture coup de poing, vous le verrez. Zaraka signe un roman choc sur l'addiction, la perte de soi et les dérives du désir. Et puis, évidemment, un site internet si vous avez besoin d'aide, Drogue Info Service, drogue-info-service.fr. Vous pouvez également contacter le 0823 13 13. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. Et c'était la dernière émission, on vous en dit plus, de la saison. Merci à toute la rédaction de 20 minutes et de 20 minutes TV, aux équipes techniques en régie, à l'équipe de production. On ne les voit pas, ils sont derrière, mais ils font un travail formidable au quotidien pour vous proposer des émissions de qualité durant tout l'été. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions, on vous en dit plus, en rediffusion aux horaires habituels. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. Bel été, à la rentrée, et d'ici là, portez-vous bien.